Jungle. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Lomé est bien mouillé depuis ce matin par une grande pluie. On espère juste que ça ne dérange pas, ça n'embête pas trop les élèves et puis les autres usagers de la route. Merci de nous faire confiance, merci de soutenir Sport FM, la radio qui mouille le maillot, ou encore le www.sportfmtg.com, la 91.9 naturellement. Dingue de sport de ce mercredi 28 septembre 2022. Le rendez-vous revient sur la qualification des U23 du Togo pour le deuxième tour des éliminatoires de la CAN de la catégorie. Dominée 1-0 à Nouakchott, la sélection olympique du Togo renverse celle mauritanienne 2-0 pour s'offrir le droit de poursuivre la compétition. Journée FIFA, les éperviers s'en sortent avec un nul et une défaite. Tel est le bilan qui se dégage de cette fenêtre FIFA. On en parle du volleyball, notamment du beach volley avec voilà cette compétition sur la plage la dernière fois à Néo. On en fait le point. Dingue de sport de ce mercredi 28 septembre 2022 invite Grégoire Attignon et Angelo Folico de la rédaction de Sport FM. La régie technique est assurée par Théo Ajavon et puis la vidéo, comme toujours, est l'affaire de Sir Faune et l'homme. Merci de nous soutenir. Bonne arrivée. Merci d'être au rendez-vous de cette émission Dingue de sport sur la radio qui mouille le maillot. Sport FM 100 ans. On se retrouve comme toujours, Angelo Folico, et bonjour. Bonjour Franck, bonjour à tous. Très bien, on va commencer par parler de cette qualification du Togo pour le deuxième tour des éliminatoires au niveau des sélections olympiques. Le Togo qui a courbé les chines, on va dire, il y a quelques jours là-bas à Nouakchott, a su renverser la situation en dominant les Mourabitoun 2-0 ici. Vous étiez au stade, c'était convaincant, ils méritaient cette qualification, les U23 togolais. Sans détour, oui. Quand on voit le plan du jeu, la volonté, la détermination, la hargne de vouloir présenter une très belle copie face à ce public-là qui était arrivé lors d'un jour ouvrable, il faut le rappeler. Ce n'était pas du tout une fin de semaine où chacun pourrait ménager son calendrier ou son agenda, mais le public était là pour voir, regarder ces poulains d'Afizou Traoré. Au-delà de ça, sans langue de bois, oui, le Togo méritait sa qualification. Je pense même qu'au match aller, ça a été un score trompe-l'œil par rapport à cette victoire étriquée des Mourabitoun, qui plus est à domicile devant leur public. On rappelle que le contexte était tellement différent. Et donc, à ce niveau-là, ils ont marqué dans les dernières secondes du temps réglementaire. Donc, on comprend aisément que le Togo a tenu la dragée haute à cette équipe mauritanienne qui semblait quand même être, on peut dire, un inconnu ou une inconnue, une sélection complètement masquée. On n'avait pas autant d'informations autour de la sélection quand on sait que oui, les Mourabitoun également sont en pleine expansion, en tout cas en matière de politique ou de gouvernance politique sportive. C'est une sélection qui a envie progressivement de gravir des échelons et d'être parmi les meilleures nations de football en Afrique. Je pense qu'hier, les joueurs ont tellement mouillé le maillot et nous avons pris la peine de nous rapprocher du staff technique des éperviers U23. Qu'est-ce qui a été la clé ? C'est le discours. C'est le discours, le message envoyé à ces jeunes-là, moins de 23 ans, que ce soit Thomas Jakli, Agbemefa ou encore Josué Doké. C'est le discours, le message qu'il fallait leur envoyer et leur permettre de mouiller le maillot sur le terrain. En plus de ça, et le staff technique a fait comprendre à ces jeunes joueurs comme quoi le public est arrivé pour vous regarder. Le public est là et vous avez l'obligation de lui faire plaisir. Je pense que quand on sort ce genre de mots ou ce genre de phrases à l'endroit de ces jeunes-là qui n'ont qu'une seule envie, s'exprimer idéalement sur un terrain de football, et ça s'est vu par rapport au projet de jeu, tout ce qu'ils ont apporté de la première minute à la dernière seconde, on pourra dire simplement que oui, c'est une qualification méritée pour le deuxième tour en faveur des éperviers espoirs. On va donner la parole au sélectionneur Traoré Afizou après cette victoire du Togo sur la Mauritanie.
Ça n'a pas été facile du fait qu'on avait vraiment mal démarré en Mauritanie et on a perdu, c'était la défaite, mais on a su limiter les dégâts et on a pu renverser la vapeur à domicile. Oui, mais aujourd'hui, dans le match, on a vu une équipe qui était décidée en première mi-temps, mais il n'y a pas eu de but. Il y a beaucoup de précipitations et c'est en seconde période que vous avez fait le jeu. Oui, l'adversaire nous a surpris, il a joué les 3-4-3 à domicile et puis ici à l'extérieur, il a changé complètement pour aller sur 5-3-2. On l'attendait sur 3-4-3, mais il nous a surpris en première partie, ce qui fait que j'ai attendu mes jeunes à la mi-temps au vestiaire. J'ai changé aussi des stratégies pour pouvoir renverser la vapeur. On remercie beaucoup le ministère des Sports, le ministère de la Finance, la fédération en général, pour pouvoir nous mettre dans les bonnes conditions pour pouvoir jouer ces matchs parce que les conditions étaient très difficiles. Aller jouer, on n'était pas préparé. Pour le moment, on va se concentrer de ce qui s'est passé à l'instant. Après, on va faire les analyses sur l'Afrique du Sud et on va décider. Traoré Afizou à l'instant. Grégoire Attignon, bonjour. Bonjour Franck. C'est vous qui l'avez interviewé. Oui, vous avez senti un entraîneur, on va dire, heureux, libéré à l'arrivée. Oui, libéré, justement, c'est le mot parce que, vous savez, après donc la défaite du match aller, il va falloir renverser. Quand on sait que les résultats du côté donc des sélections nationales, toutes catégories confondues, ce n'est plus véritablement ça. Et donc, on se demandait à quelle sauce allait être mangée cette équipe du Togo après la défaite du match aller. Et donc, on a senti un entraîneur libéré après cette victoire. Il faut reconnaître que ce n'était pas une victoire volée par l'équipe togolaise parce que oui, sur le terrain, on a vu une équipe décidée, déterminée du début jusqu'à la fin. Angelo l'a dit tout à l'heure. L'équipe togolaise en aucun moment n'a baissé les bras dans ce match. Il faut dire que la Mauritanie n'a pas du tout joué et que si véritablement hier que le Togo n'arrivait pas à marquer, que c'est la Mauritanie qui doit repartir avec la qualification, ce serait mal vu. Et donc, cette équipe a essayé de faire quelque chose malgré le peu de temps dont on a disposé avant justement donc de faire ce match. L'équipe ne s'est pas regroupée. Il n'y a pas eu de préparation avant le match. Juste quelques jours de séance en Nouakchott pour faire ce match-là et ensuite faire le match hier. Ça a payé. Félicitations quand même à cette équipe. C'est un entraîneur qui est véritablement libéré après cette qualification. Angelo Folico, est-ce qu'on a senti un tout petit peu, on va dire, sa façon de faire sur cette équipe? Y a-t-il eu cohésion? Parce que il l'a dit, Grégoire l'a répété, il n'y a pas eu de regroupement à proprement parler. Le seul regroupement, c'était ce stage d'Antalya en juin dernier. Cette équipe a convaincu au niveau de la cohésion, de la production. Ah oui, c'était un exercice compliqué parce que personnellement, j'attendais de voir ce qu'Afizou Traoré va proposer au public sportif et plus précisément à nous qui sommes journalistes sportifs. Oui, je pense que le premier atout d'Afizou, c'est d'avoir autour de lui des entraîneurs expérimentés. Comme les Wadja et Claudienke. Okay. Donc, ils ont vraiment travaillé à une certaine collaboration, même si, d'après nos recoupements, c'est un entraîneur qui n'aime pas tout de suite travailler de façon collégiale avec ses collaborateurs. Oui, c'est quelqu'un qui, pour l'instant, c'est difficile de définir un véritable planning pour permettre à cette sélection-là, dans les 2-3 ans, d'avoir en tout cas un certain relief. Au-delà de ça, je pense aussi que les cadres de cette équipe-là, je vais nommer Ouro Wetire, Adi Idrissou ou encore Bola, le portier, voilà des joueurs qui ont l'habitude de disputer des matchs de première division ici chez nous. On les a déjà vus dans notre championnat et j'estime que l'accumulation des matchs de ces joueurs-là, le fait en tout cas d'être confrontés à d'autres joueurs, d'autres clubs dans notre championnat, ça leur a permis d'avoir ne serait-ce qu'un début de confiance en soi. Et dans le match, on a vu l'implication d'Adi Idrissou, on a vu également le travail de Ouro Wetire qui montait, qui revenait. Les genoux qui étaient autour d'eux, parce que quand je dis genoux, je parle d'abord de la morphologie. Thomas Djakli, le dossard 6 métis, quand vous le voyez jouer, oui, il est intéressant dans le jeu. Vous prenez Martin Agbemefa, oh, quel joueur. Sincèrement, hier, il a arraché tellement des applaudissements de la part du public parce que techniquement, il est au-dessus du lot et il avait de l'énergie à revendre. Il était partout sur le terrain. Vous oubliez le buteur victorieux. Oui, Kevin Laba. Ouais. En début de match, c'était compliqué de les trouver parce que franchement, l'équipe mauritanienne a évolué en 5-3-2. Donc, vous comprenez que défensivement, ils étaient en place. J'ai dit, mais cette équipe mauritanienne même ne méritait pas de gagner au match aller parce que
ce qu'ils ont produit hier, ce n'est pas du football. Ils étaient beaucoup plus dans la frustration, la provocation et parfois même dans la démission du jeu. Et au-delà de ça, je pense aussi que oui, ils ont accepté souffrir, ces jeunes joueurs. Et c'est en cela qu'on a vu quand même le premier but qui était intervenu déjà à la 47e minute, puisque c'était 0-0 à la mi-temps. On se disait, tiens, à cette époque ou bien à cette période, la Mauritanie était toujours qualifiée. Donc le Togo devait rapidement retrouver le sens de la marche. Il a fallu ce but-là de Avotor. En tout cas, techniquement, c'était très bien fait. Un centre dans la surface de réparation d'El Mohamed. Il se couchait pratiquement et il fait une reprise du pied gauche imbattable. Et donc ça, c'était intéressant. Et puis derrière, on a vu le Togo dérouler, mettre la pression. Et à un moment donné, on s'inquiétait parce qu'on se disait, si la Mauritanie arrive à égaliser, marquer un but, c'est fini. Attention, le Togo est obligé de refaire encore un autre travail. Et derrière, on a vu ce ballon là-bas également qui est bien repris dans la surface de réparation. Mais je le dis, quand c'est bon, il faut avoir le courage de le relever, mais aussi je pense que nos joueurs ou les jeunes joueurs doivent savoir gérer leurs émotions. Hier, quand là-bas a marqué ce but presque libérateur, pour ne pas dire décisif, vous savez quel geste qu'il a fait? Le geste du Fimbu. Le geste du Fimbu. Et les Congolais qui donnent des coups de quoi. Fouet à leur adversaire. Je me dis que oui, à cette époque, à ce moment de la partie, le match n'était pas encore terminé, il restait encore 20 minutes pratiquement. Donc les Mauritaniens étaient capables de revenir. Heureusement qu'à la fin, je pense que les Fimbu a fait du mal aux Mauritaniens et le Togo a pu arracher cette qualification brillante. On va écouter Martin Agbemefa, vous en parliez il y a quelques instants. Je vous propose de l'écouter. L'élément déterminant, c'est que le coach nous a dit, quand on commence le match, on est motivé, on est déterminé, on donne tout, on les presse haut, il n'y a pas de temps à perdre. Ouais, c'est vrai, on n'a pas eu beaucoup de temps. Au match aller, ça a été un peu difficile. Mais après, à l'entraînement, on a su gérer, on s'est entraîné à fond et puis on s'est compris, ça a été travaillé à l'entraînement. Le public a besoin du plaisir, faire monter le Togo, jouer, c'est-à-dire faire plaisir au public et faire monter le Togo au haut niveau. On les remercie pour être venus nous soutenir. Ce qu'on a fait, on s'est donné du plaisir, on leur a donné du plaisir aussi. Voilà, Martin Agbemefa, Grégoire Attignon. Oui, ce qu'il faut également noter par rapport à cette équipe, quand vous prenez les 11 entrants, le choix n'a pas été changé. C'est seulement Doké Josué qui est venu donc remplacer un autre joueur. Donc il a donné, il a fait pratiquement cette même équipe. Mais quand vous prenez également, la majorité de cette équipe des 11 entrants vient donc du championnat local. Il n'y a que 2 qui viennent de l'extérieur. Je voudrais parler de Augustin Drakbé et puis du jeune Davis Tom Ajakli. Je crois que c'est aussi quelque chose qui a été très prépondérant dans cette qualification de l'équipe togolaise. Cela ne veut pas dire que ceux-là qui sont venus de l'extérieur, ce ne sont pas forcément ceux-là qui sont les meilleurs. Il y a eu peu de temps pour faire le travail, mais je crois que le staff d'Afissou a su trouver que ces joueurs-là qui peuvent faire ce match, ou bien ces 2 matchs-là. Heureusement qu'il y a Wadia à côté qui connaît bien le championnat. Qui connaît bien le championnat. Jouer un rôle important. Et ça a véritablement joué. Quand vous prenez la défense, la charnière centrale, il y a Adi, Idrissou et puis le joueur du Nisport de Sokodé qui a été découvert au tournoi Dr Kaolo. C'est un joueur qui n'a pas encore joué à une compétition en tant que tel avec Unisport. Il a été détecté à la fin de la saison à travers des tournois à Sokodé et il a participé au tournoi Dr Kaolo et c'est dans ce tournoi que ce joueur a été détecté, mais il a tenu bon avec un bon gabarit en défense. Il a également de l'autre frappe, ce qu'il faut corriger un tout petit peu, corriger ces frappes-là. Vous venez donc en milieu de terrain, il y a Agbemefa, un joueur de Sahara FC, mais qui ne fait pas partie de l'équipe type de Sahara Football Club. C'est un jeune joueur parce qu'il est encore très jeune quand vous le voyez. Il y a Jackly, ces 2 se comprenaient très bien sur le terrain. Ça a émerveillé le public. Il y a surtout le jeune Agbemefa avec des gestes techniques. À chaque fois quand il a le ballon, il peut balayer 2 ou 3 joueurs mauritaniens avant donc de trouver un partenaire. Maintenant en attaque, il y a Kevin, il y a Votor, il y a José Dokwe qui vient de Planète et maintenant ceux-là, les autres qui sont rentrés en deuxième période. Donc je me dis qu'il y a ceux-là, ces joueurs-là qui viennent donc des championnats de première et deuxième division qui ont apporté parce qu'ils ont joué beaucoup de matchs au cours donc de cette saison et ça a permis l'expérience de certains. Idrissou Adi,
qui est titulaire du côté du Dynamique togolais, Ouettiré du côté de Dito ou encore du côté de la SK également du côté de la sélection locale. Donc c'est des joueurs qui ont énormément apporté à cette sélection et par rapport justement à cette qualification. C'est un message certainement envoyé aux dirigeants, aux décideurs de pouvoir mettre en place un très bon championnat qui pourra vraiment, vraiment servir. Voilà, un championnat classique qui s'annonce et qui va donner plus de compétition aux joueurs. Alors, le niveau va monter selon les observateurs. Juste 3 semaines ou bien un peu plus, le Togo devrait faire face à l'Afrique du Sud. C'est vrai que quand on évoque tout de suite le nom Afrique du Sud et quand on jette un coup d'œil un peu dans l'histoire du championnat, bien du football africain en général, bon, l'Afrique du Sud est un client sérieux à prendre, en tout cas maintenant au niveau de cette catégorie de jeunes joueurs, ce n'est pas aussi honnêtement, n'ayons pas peur des mots, une équipe qui fait peur. Maintenant, il peut y avoir des situations circonstancielles. L'Afrique du Sud, on voit un peu la distance Lomé-Johannesburg. Vous voyez déjà le décalage. Tout ça doit être normalement fait dans l'anticipation. C'est très important. Je pense que les U23 qui ont été appelés, on sait très bien que d'autres vont repartir dans leur club. La majorité reste ici. Et donc, je pense que si Afizou Traoré reste toujours au pays, il faut qu'il continue de travailler avec ces jeunes-là, histoire d'avoir une véritable cohésion. C'est très important d'avoir cet esprit de groupe-là. Au-delà de ça, je pense aussi que voilà, c'est des matchs en aller-retour. Donc, c'est vrai que c'est serré quoi vers les 20-21 octobre ou 27-28 octobre. 20-27. Donc 20-27, c'est la période. Donc ça veut dire que peut-être, je dis bien peut-être, déjà là, on aurait commencé le championnat national. Je dis peut-être. Hein, si tout va bien. On attend de voir. Les jeunes seront, pourquoi pas, déjà en train de démarrer le championnat. Mais croisons les doigts. Je dis bien croisons les doigts qu'on retrouve le même groupe là d'ici cette période. Parce que vous savez très bien, la vie ne tient qu'à un fil. Il peut y avoir des petites séances d'entraînement et puis derrière un petit bobo, une entorse ou bien une cheville qui vrille et donc tout ça peut mettre en difficulté cette équipe d'Afizou Traoré. Rappelez également que selon le recoupement, la bonne nouvelle c'est que Bola Badegbe va bien parce que dans le match d'hier, il a reçu un coup, franchement c'était spectaculaire. Donc, il était obligé, à un moment donné, de demander le changement, même s'il avait un bandeau. Il a été pris en soin par le staff médical. Mais heureusement pour lui, il va bien. Il a retrouvé, on pourra dire, ses capacités de locution et puis de déplacement. C'est un gardien qu'il faut suivre également de très très près. Rappelons qu'il évolue du côté de Tambo. Il a envie également d'apporter quelque chose à cette sélection. Grégoire Attignon, oui, l'Afrique du Sud, dans un peu plus de 3 semaines, il va falloir être prêt. Oui, parce que là, c'est le deuxième tour. Vous gagnez ou bien vous qualifiez. Et c'est justement directement pour la phase finale donc, de cette compétition. Et les deux équipes le savent. Le Togo également le sait. Donc, il va falloir... Le Togo, donc, à 2 matchs. À 2 matchs. On est à 2 matchs donc, de la phase finale. Donc, il va falloir véritablement préparer au mieux cette rencontre-là. On a vu comment est-ce que cette équipe a préparé cette rencontre. Il n'y a même pas eu de préparation, s'il faut le dire ainsi. Maintenant, il va falloir rapidement préparer cette équipe. Les mêmes joueurs, sans doute, vont revenir, mais il y a certains qui viendront également étoffer cette équipe-là. Karim Derman, on aura besoin forcément de ce joueur parce qu'en ce moment, l'équipe nationale A n'aura pas donc de stage, n'aura pas de match, et là, Karim Derman peut revenir. Et il y a également l'autre là qui va revenir, Abalo Deni, qui n'a pas joué hier pour cause donc, de carton rouge et copé au match aller, qui va revenir. Donc, vous voyez un peu un milieu de terrain composé d'Agbe Mefa, de Tom Adjakli, Abalo Deni et puis de Karim Derman. Donc, ça peut également apporter. Donc, ils le savent, le staff le sait également. La fédération également le sait que le niveau, le deuxième tour, ce sera un niveau un peu élevé. C'est vrai qu'on ne connaît pas tellement la forme de cette équipe de l'Afrique du Sud qui n'a pas joué le premier tour, qui s'était qualifié directement donc, pour le deuxième tour. Donc, ce qui veut dire que c'est une sélection mieux classée que le Togo. Que le Togo, justement. Et donc, le Togo doit prendre au sérieux. Et si c'est le Togo qui doit recevoir au match aller, il va falloir donc mettre le paquet déjà à Lomé et éviter. C'est le Togo qui reçoit. À l'aller. Et donc là, il va falloir, parce que hier, on a vu comment ça s'est passé. Ça a été difficile pour cette équipe-là, surtout une première période où on a essayé de maîtriser, mais qu'on n'est pas arrivé à marquer de but. Ce qu'il faut également remarquer, c'est que sur le plan collectif, ce n'est pas une équipe aussi forte.
Parce qu'il y a des individualités qui ont permis quand même à cette équipe togolaise de gagner. Hier, on a parlé de Adjakli, on a parlé de Agbemefa, on a parlé de Kevin Laba ou encore d'Avotor et de Doké Josué. Donc, je crois que, bon, à l'issue de ces 2 matchs, sans doute que le staff aura une idée sur le collectif, proposer quelque chose justement pour les 2 matchs à venir face à l'Afrique du Sud. Voilà, donc le Togo qui s'apprête à défier un football austral. Souvent, c'est direct, c'est physique. Ça va vite. Ça va vite. Oui, je pense que ces jeunes joueurs-là, on ne cessera jamais de le dire, hein, nous voulons tous des résultats, mais il faut passer par ces étapes-là où il faut rencontrer des équipes de bon pédigré, des équipes au sein desquelles il y a des joueurs en tout cas de bonne qualité. On ne cessera jamais également de le répéter. Les U23, c'est juste la porte à côté pour accéder la sélection Fagnon. Exactement. Et donc, on sait très bien comment le championnat sud-africain est très bien organisé avec Danny Jordan qui est toujours aux affaires là-bas. Et c'est justement le pays de l'actuel président de la Confédération africaine de football. Donc, vous comprenez un peu les enjeux. C'est important. Ah oui, c'est important. Vous imaginez une CAN au Maroc sans l'Afrique du Sud de Patrice Motsepe. Donc, voilà, quand on prend tous ces paramètres en jeu, on se dit, tiens, on a en face un gros morceau. Maintenant, oui, il y a des moments où, quelle que soit la hauteur ou la grandeur de l'équipe en face, par l'abnégation, la force de travail, la force collective, l'ambition forte, on arrive à renverser des montagnes. Ce que j'ai vu face à la Mauritanie, oui, la Mauritanie, on a cru que cette équipe-là était au-dessus du Togo. Je pourrais dire non, en match aller, match retour. Maintenant, on attend de voir exactement ce que va proposer cette équipe de l'Afrique du Sud dans les jours et les semaines à venir. Voilà, donc plus beaucoup de temps à perdre. C'est dans 3 semaines pour être clair. Ce sera normalement le 20 octobre à Lomé et puis le 27 de l'autre côté à Johannesburg. Voilà, félicitations d'ailleurs à cette sélection olympique qui vient de se qualifier sans beaucoup travailler. Hein. Maintenant, il va falloir faire autre chose. Travailler. Il va falloir montrer autre chose contre les Bafana olympiques. Au sortir des 2 journées FIFA, c'est un bilan, qu'est-ce qu'on va dire? Moyen, mitigé, médiocre, passable, je ne sais pas trop, vous allez le dire vous. Voilà. Une défaite, un nul pour les éperviers Fagnon. Oh, qu'est-ce que j'aimerais dire? J'aimerais juste dire que c'est une honte. Une honte pour surtout le second match. Ah oui. Le second match, je vais un peu m'attarder là-dessus parce que je me dis, vous menez 2-0 à la pause et normalement, je pense que pour tout sélectionneur ou tout encadreur, lorsque vous engagez votre équipe ou votre sélection, votre club, vous avez tout de suite envie d'une seule chose, c'est de gagner. Beaucoup vont vous dire, qu'importe la manière, mais je veux gagner. Mais apparemment, la mentalité de la gagne, longtemps prônée par Paulo Duarte, j'ai l'impression que ce ne sont que des discours. Cette mentalité fuit désormais l'équipe. J'ai l'impression que ça n'existe pas. J'ai l'impression, parce que là, vous gagnez 2-0 à la pause, je pense que le minimum des résultats au finish, c'est peut-être si vous ne jouez pas d'encaisser un but, vous gagnez 2-1. Mais malheureusement, au lieu d'avoir la victoire, on a un match nul frustrant. Et derrière, vous vous rendez compte que les minutes auxquelles le Togo a encaissé les buts, 51e, juste après la reprise de la seconde période. Et à la fin. Et à la 83e. Voilà. Donc, il y a le problème de mental qui s'impose toujours, qui se pose. Mental, concentration. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Donc, quand vous diront non, on n'a pas forcément nos meilleurs joueurs, 5 joueurs qui sont blessés, certes, c'est une vérité. C'est un manque à gagner, mais au même moment, ceux qui sont appelés, quelle est votre valeur sur le terrain? La valeur intrinsèque, la valeur collective. Je me dis que cette équipe-là, à un moment donné, ayant le courage également de dénoncer certaines choses, j'ai l'impression que Paulo Duarte continue de se chercher. Paulo Duarte n'a toujours pas la formule pour permettre à cette équipe-là de gagner avec la manière. Paulo Duarte réfléchit à qui emmener en sélection pour faire des résultats. Malheureusement, il avait semblé avoir finalement la formule, puisqu'il a fait 4 matchs sans défaite, 2 matchs nuls et puis 2 victoires qui plus est à l'extérieur. Vous l'avez dit, il a semblé. Ou bien il a chamboulé. Il a semblé. Ça veut dire que peut-être à son arrivée, certains joueurs ont tout fait pour taper dans l'œil du sélectionneur pour avoir une place au niveau justement de cette sélection. Mais aujourd'hui, la réalité nous rattrape. La réalité, elle est devant nous. Le Togo ne dispose plus de joueurs.
Aujourd'hui, c'est vrai, on va citer tout ce qu'il a appelé la dernière fois, que ce soit en passant par les gardiens, les défenseurs, les milieux de terrain, les attaquants. Mais vous faites 2 matchs, 3 buts marqués, 4 encaissés. Le problème de la défense existe toujours. Djenda Konam, certes, n'est pas arrivé pour cause de blessure, Maouna également, mais ceux qui sont là, vous devriez normalement tenir la baraque. Pour revenir un peu rapidement sur le match contre la Côte d'Ivoire, oui, on sait très bien que c'est une sélection également qui est en train de grandir. 2 choses. La première, sur le but de Seko Fofana, je pense que David Enen n'est pas arrivé à ne serait-ce que combler le trou laissé par Alexis Romao. Seko Fofana s'y a permis un passement de jambe, pied gauche, imparable pour Ouro Comme il en a Niwassou. l'habitude. Le deuxième but, penalty, bon ou fantaisiste, seul l'arbitre saura le dire, mais au même moment, la réaction de Karim Derman en marquant ce but, c'est bon, mais au même moment, je me dis, quand vous voyez la relation entre Plaka Fessou et puis Fodo là-bas, elle n'existe vraiment pas. Mais quel est le problème pour que les 2 joueurs n'arrivent pas à s'entendre? Point d'interrogation. Point d'interrogation. Allons écouter d'abord le sélectionneur Paulo Duarte. Savoir que matchs amicaux nous permettent de travailler différents systèmes de jeu de l'équipe. Avec la Côte d'Ivoire, on a commencé sur le 3-4-3 ou le 5-4-1 défensif et offensivement 3-4-3. On a maintenu le même système, profiter de cette match amicaux pour voir le maximum de joueurs, donner l'opportunité aux joueurs. J'ai avancé pratiquement avec la même équipe, j'ai enlevé Romao pour voir le comportement de cette équipe sans Romao. On a déjà le faire avec la Côte d'Ivoire, regarder comment se comporte la défense sans Jean, notre grand capitaine. On a gagné 2-0, on peut gagner 3-0, 4-0 première mi-temps, sans jouer beaucoup, il faut le dire. Un gazon très lent, très sec, beaucoup de chaleur, le joueur trop fatigué, le placard trop fatigué, David trop fatigué, Ananou trop fatigué. Et après deuxième mi-temps, j'ai changé le système, 5-4-1, mais je vais encore faire des essais, je vais encore essayer, à part la volonté de gagner, c'est sûr. Je vais encore donner l'opportunité à beaucoup de joueurs pour voir qui est capable de nous servir dans l'avenir au cas où certaines absences qu'on a. Et deuxième mi-temps, on joue ici à 4 Saint-Jean avec Boateng et avec Loïc. Tout ça sont des tests qu'on doit faire. On a souffert encore un bout de penalty. On n'a pas fait un bon match, que ce soit à gagner 2-0, que ce soit à faire nul de partout. Paulo Duarte, après le match contre le Zalang national de la Guinée équatoriale, je veux essayer d'autres joueurs, leur donner l'opportunité pour qu'ils puissent montrer ce qu'ils doivent, ce qu'ils peuvent apporter à l'équipe dans l'avenir. Est-ce qu'on doit comprendre à partir de ce moment-là que oui, Paulo Duarte n'a pas encore son équipe type et que la CAN prochaine, peut-être qu'il faut l'oublier? Oui. Par rapport à ces 2 matchs, moi je me dis que Paulo Duarte se mélange. Il se mélange vous avez parlé tout à l'heure des éliminatoires du mondial où le Togo a fait 4 matchs sans défaite. Oui. Avec un effectif qui était à sa disposition. L'effectif là était là avant qu'il ne vienne. Il a vu cet effectif et c'est avec cet effectif qu'il a travaillé. Mais depuis qu'on a voulu du côté du staff, depuis qu'on veut aller chercher des joueurs qui doivent faire le résultat pour le Togo et qu'on est parti chercher des joueurs d'autres nationalités pour les naturaliser, ce n'est plus la même chose. Parce qu'il avait quand même un effectif, il avait des joueurs avec qui il a fait ces éliminatoires, cette campagne de la Coupe du Monde. Qatar, ouais. Il a écarté certains joueurs, il a fait venir de nouveaux. Soit c'est les joueurs qui ne maîtrisent pas le système qu'il met en place, soit c'est lui-même qui se mélange par rapport au système de jeu qu'il met en place. Hier, le Togo joue dans un système. Nous avons 2 matchs capitaux face au Burkina Faso en mars prochain. Moi, je crois que c'est en fonction de l'adversaire qu'on doit mettre un système, qu'on doit chercher à mettre un système. On dit que pour ce stage, face à la Côte d'Ivoire, on met un système de 4-5-1. Quel est l'objectif, quel est le but de ce système-là ? Face à la Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est attaquer, marquer des buts, chercher à gagner ces 2 matchs-là, ou au pire des cas, enregistrer 4 points sur 6 face aux étalons du Burkina Faso.
On dit que ce ne sont pas les mêmes joueurs. Bien, son équipe type n'est pas là. Écoutez, ils sont combien à ne pas être là? On parle de Jenda Konam en défense, de Floyd Haïti en milieu de terrain ou encore d'Ilas Bebou qui ne sont pas là. C'est avec les mêmes joueurs. Ces joueurs-là qu'il aligne souvent, c'est avec les mêmes joueurs qu'il joue. Il a dit la dernière fois que certains n'étaient pas là, Ourouagoro Ismaël, Tchakei Marouf, alors que ces joueurs-là, il les met de côté depuis un certain temps. Alors que c'est avec ces joueurs que Paulo Duarte a joué les éliminatoires de la Coupe du Monde. Il met ses joueurs de côté, il veut essayer autre chose. Aujourd'hui, on ne voit pas le résultat. Moi, je crois qu'il doit retourner à son ancien système. Ces joueurs avec lesquels il avait commencé son travail. Et voici, de temps en temps, il faut essayer de mettre ou bien d'étoffer cet effectif-là. Ce qu'il ne fait pas, il met ses joueurs de côté parce qu'on lui fait croire que les joueurs qu'on est en train de chercher ailleurs peuvent mieux faire. Aujourd'hui, on voit le résultat. Mais c'est lui-même qui se mélange. C'est lui-même qui se mélange. Et puis l'autre problème, c'est la gestion du jeu, la gestion du match. Le Togo encaisse toujours dans les derniers instants. Face à la Côte d'Ivoire, on a fait 0-0 à la pause et au retour de Citron, on prend 2 buts. Face à la Guinée équatoriale, on mène 2-0 à la pause et en deuxième mi-temps, on encaisse. Face à l'Eswatini, on a encaissé dans les derniers instants. Donc je crois qu'il y a un problème de gestion qui se pose et Paulo Duarte doit corriger également cet aspect-là. Oui, Angelo Folico, et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut dire? Comme j'ai posé la question à Grégoire Attignon, lorsque vous l'écoutez, il y a beaucoup de choses à faire et on se pose la question de savoir pourquoi il change tout de suite de système, mettant en place un 5-4-1 ou 4-5-1, alors que le prochain adversaire, c'est les étalons du Burkina, face à qui il faudra attaquer, face à qui il faudra jouer, face à qui il faudra marquer. Alors, en jouant par exemple 4-5-1 ou 5-4-1, qu'est-ce qu'il attend à vos yeux? Ou bien c'est peut-être l'animation. On peut mettre, et c'est l'animation qui va faire la différence. Je vais peut-être prendre la deuxième partie de votre question. Quand on voit un peu ce match-là face à la Guinée équatoriale que je n'ai pas regardé en entièreté parce que voilà, on était occupé ailleurs, 4-3-2-1. Et puis face à la Côte d'Ivoire, c'est un semblant 5-3-2 qui évolue parfois en 4-4-2. Bon, le système, lui seul sait ce qu'il veut en faire. Ça, c'est une réalité. Maintenant, la question est de savoir les joueurs dont il dispose, sont-ils capables d'animer ce système-là quand il dit, par exemple, qu'il est en train de vouloir essayer. Donc, ça veut dire clairement, sans langue de bois, que Paulo Duarte n'a toujours pas, pour l'instant, une équipe type capable d'aller au combat, capable de jouer. Il a toujours martelé ou réclamé en disant, tiens, face au Cap-Vert, je n'ai pas reconnu mes joueurs. À ce niveau, certes, on peut le doiter et il sait très bien qu'il est comptable des résultats du Togo depuis qu'il est arrivé. La dernière fois, il a dit, ça fait 1 an, plusieurs jours qu'il est déjà là. Et donc, quand on voit aujourd'hui le résultat, je dis, on a l'impression que c'est maintenant que Paulo Duarte est en train de découvrir la sélection du Togo. Et donc, il n'a pas du tout la solution. Au-delà de ça, je pense aussi que la nature du projet de cette sélection, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'aujourd'hui, vous et moi, le public sportif, la Fédération togolaise de football, le ministère, l'État togolais, tous sommes-nous prêts à accepter que nous ayons des résultats en dents de scie jusqu'à la fin peut-être de 2 ans, 3 ans avant que nous n'ayons une véritable sélection? Parce que les joueurs que nous avons aujourd'hui, disons la vérité, ils n'arrivent pas à faire le poids. C'est vrai qu'on peut marquer des buts, on peut avoir des résultats croyant que, oui, on est déjà arrivé au bout du tunnel, mais dès qu'il y a une autre compétition ou bien un autre adversaire en face de nous, l'équipe se liquéfie totalement. Et on se dit, mais comment c'est possible? Et pourtant, c'était les mêmes joueurs, vous l'avez dit tout à l'heure, qui avaient quand même fait le parcours des éliminatoires du mondial. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, à quelques exceptions près, les mêmes joueurs n'arrivent pas à faire de bons résultats? Je pense aussi qu'il y a le quid de la régularité du temps de jeu de ces joueurs-là dans leur club. Eux tous ne sont pas titulaires à chaque match. Malheureusement, c'est la réalité. Eux tous ne sont pas titulaires. Et donc, quand ils viennent en sélection, de vous à moi, il n'y a pas également eux tous qui jouent. Kevin Denke, par exemple. Je prends juste son cas parce que c'est frappant. Dans son club de Cercle Bruges, il joue pratiquement tous les matchs. Mais il est arrivé à ce stage, à ce match de date FIFA, 2 matchs, Kevin Denke n'a jamais été titulaire. Pourtant, c'est un buteur, quelqu'un qui va vite, que l'on peut utiliser.
Je dis bien, il est libre. Il a eu les mêmes problèmes avec Claude Leroy. Ouais, Claude Leroy. Oui. Je dis, alors que c'est Paolo un joueur qui Duarte peut faire, est seul comptable des résultats que nous avons aujourd'hui. Non, mais Angelo, je ne vous coupe pas la parole. Le moment où il a aligné Kevin Dienke comme titulaire, nous tous, on connaît le résultat. Face à la Namibie, face au Congo, on connaît le résultat. Mais c'est pourquoi je dis... On dit souvent, on ne change pas une équipe qui gagne. C'est lui-même qui se mélange. Parce qu'il met ses joueurs de côté. C'est les mêmes joueurs. Quand vous prenez les Nan Richard, les Ismaël Ourouagoro, c'est avec ces joueurs qu'il a joué les éliminatoires de la Coupe du Monde. On a vu ce que ces joueurs ont fait. Les Kevin Dienke. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il veut d'autres joueurs. Maintenant, ces joueurs sont là. Il met ces joueurs là de côté. Nord. Mais voilà. Voilà mais il faut poser la question. Quel est le rôle du manager général de la sélection? C'est lui qui propose les joueurs. C'est lui qui propose les joueurs. Pourquoi on refuse de travailler pour fabriquer des joueurs? Voilà la question. Question. Vous l'avez tantôt dit quand on évoquait le cas des U23. Je pense que d'abord, pour ceux qui en tout cas sont de la jeune génération, de l'ancienne, on vous dira toujours qu'une sélection nationale est composée en tout cas fortement des joueurs évoluant sur le cru local ou dans le cru local. Donc, ça permet d'avoir une véritable identité de jeu et de pouvoir faire face aux adversaires. Mais malheureusement, quand on considère les joueurs, la liste de Paolo Duarte la dernière fois, 95% nous viennent quand même de l'extérieur. Et ceux qui, heureusement, sont appelés comme Justin Hierret, par exemple, n'ont que quelques secondes de temps de jeu. La preuve, Justin Hierret n'a ni joué le premier match, ni le second. Pourtant, il est appelé dans cette sélection. Quand est-ce qu'il va se former? La question, elle est posée. Mais c'est quand même dommage. Est-ce il ne faudrait pas repenser les choses? Il ne faudrait peut-être pas demander au manager général de faire un peu confiance également à ce qui se passe ici, parce que vous l'avez dit, lorsqu'on prend en compte les U23 qui ont joué, qui se sont qualifiés, la plus grande partie, c'est quand même des joueurs qui viennent du championnat local. Sur les 11 entrants, je crois, 9 viennent du championnat Alors, local. Pourquoi ne veut-on pas travailler? On veut aller chercher des joueurs qu'on vient naturaliser et qui finalement... ou soit les joueurs qu'on appelle, les joueurs ne maîtrisent pas ou bien ne comprennent pas le système mis en place par le sélectionneur, ou bien c'est le sélectionneur qui se mélange par rapport à son système, ou soit c'est les joueurs qui l'amènent, les joueurs là les joueurs là ne peuvent pas évoluer dans ce système. C'est ce que moi je comprends. Parce qu'aujourd'hui nous mettons un système en place, mais on met le système, on perd le match. On met ce système, on perd le match. Et puis ce problème de gestion, vous faites le calcul lors des 2 premières journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, le Togo encaisse toujours dans les derniers instants. Il y a ce problème. Donc, il y a un problème au niveau de cette défense. Quand vous avez moi, je ne sais pas comment est-ce qu'ils arrivent à dénicher ces joueurs-là. Non, c'est un réseau. C'est simple à dire. C'est un réseau. Qui est bon et les Ghanéens ne l'ont pas appelé. Voilà. Bon. Quand vous prenez Kennedy Boateng, vous prenez Samuel Asamoah, vous prenez Manuel Hockman, mais c'est des Ghanéens. Ils sont bons et ils n'ont jamais joué. Le Ghana ne les a jamais appelés. Mais maintenant, on les prend, on vient, on les amène ici. On est 4 joueurs-là qui se donnent à fond, qui étaient là avec l'équipe, qui se donnent à fond. Je ne dis pas que ceux-là, les Agbozo ou encore les Amachouchui, s'ils ne jouent pas dans leur club et qu'on doit forcément... Mais ceux-là qu'on nous amène, les Kennedy et autres, est-ce qu'ils sont titulaires dans leur club? On voit le résultat. C'est des choses qu'il faut corriger. Des choses qu'il faut... Oui, Angelo, oui. Je pense aussi que... vous savez, autour des sélections, il y a un business qui ne dit pas son nom. Il y a un business qui ne dit pas son nom. On a ces réseaux de courtisans, de joueurs et de bouche à oreille, de communication entre managers. On vous propose ci et on revient un peu à la maison, on voit le circuit administratif et on propose tel joueur, on essaie de les naturaliser. Je pense que sans avoir de preuves, j'estime ou bien je crois pour le moment que Paolo Duarte doit se remettre en cause. Parce que c'est très important. Il est arrivé, oui, en ayant, bon, je ne sais pas si je veux dire, il a un nom. Oui, il a un nom, puisqu'il a permis au Burkina Faso d'aller un peu plus loin dans la Coupe d'Afrique des Nations. Oui. Donc, c'est à lui, en tout cas, de corriger ce qui se passe aujourd'hui. Quand vous prenez le cas de Yao Anor,
je me dis, ah tiens, on nous parle du meilleur buteur du dernier championnat ghanéen qui évolue du côté de l'Égypte et aujourd'hui qui fait partie du nid des éperviers. Qu'est-ce qu'il va nous apporter sur le plan d'attaque? C'est la question que l'on se pose. Il semble qu'il a, moi j'ai pas vu le match, il semble qu'il a disputé quelques minutes dans la seconde partie. Est-ce qu'il a vraiment pesé dans le jeu? Je ne le sais pas, je ne saurais le dire. Au-delà de ça, j'estime aussi que il faut arriver à assainir le milieu parce que n'oublions pas une chose, oui vous l'avez dit, nous sommes à quelques mois, c'est-à-dire 6 mois de la confrontation face au Burkina Faso, le Burkina Faso qui a gagné face aux îles Comores la dernière fois et donc l'équipe est solide. Ils ont gagné également la RDC. La RDC, ils sont en place, que ce soit les Traoré ou encore les Dango Ouattara, ils sont tous en place, ils ont envie de marcher sur cette équipe togolaise, d'autant plus que le Burkina Faso a 6 points, largement au-dessus du Togo et donc simplement que cette équipe-là se remette en cause. La question que je pourrais peut-être me poser, est-ce que les joueurs-là seront capables de faire bonne figure face au Burkina Faso? C'est une possibilité. J'ose espérer que d'ici là, beaucoup de choses vont changer. Quand je dis beaucoup de choses, c'est-à-dire que les joueurs vont retrouver du temps du jeu dans leur club et surtout la mentalité de la gagne va peut-être revenir dans le nid épervier en attendant de vouloir aller battre cette équipe du Burkina Faso. Attendons alors de voir. On va parler volleyball avec du pitch qui a été joué, on va dire, au cœur du Festival international d'histoire d'Anéo avec la participation de 10 paires, dont 8 chez les femmes qui se sont réunies, souvenez-vous, lundi. Et au bout de la compétition, c'est la paire togolaise qui a gagné, qui a occupé la première place. On va écouter Echo et la paire Echo et Kalgora ont battu 2-7-0, 21-13, 21-18. Celle d'Akakpo et Biakoué. On va donner la parole à Dédé Echo, capitaine heureuse du tandem gagnant. C'était un peu stressant. Au début, on n'avait pas pu rentrer dans le jeu rapidement. Ça attirait un peu. On a pris le courage à 2 mains parce qu'à un moment donné, j'avais un peu baissé les bras. On a su revenir et on a gagné, c'est ça. C'est psychologique. Si tu n'es pas forte mentalement, elle m'a beaucoup aidé. Mais le problème, c'est qu'elles avaient pris de l'avance. Mais pour les rattraper, c'était pas du tout facile. C'est ça qui décourage un peu, mais on avait pris le courage à 2 mains. À l'instant, Dédé Ekoué, voilà, capitaine de la paire au niveau des dames. Chez les messieurs, en finale, on a retrouvé la paire Yakubu Tobi qui a pris le déçu sur celle d'Apé-Zoumon. Ce nom vous dit quelque chose. Ils étaient à Gadir la dernière fois. Et voilà, donc 21-13, 21-18, soit 2-7-0. On va donner la parole à Tobi Torouignon, capitaine de la paire béninoise. On s'est préparé pour ça marcher. Notre force, je dirais que c'est beaucoup plus le travail abattu ces 3 dernières semaines déjà à Cotonou. Et puis le résultat est là. L'adversaire n'est pas à négliger. Ils ont joué les derniers championnats dans la sous-région déjà, donc ils étaient très forts, mais on a été beaucoup plus chanceux. Il faut aussi avouer que le temps n'était pas aussi clément, il y a trop de vent. De ces aspects qu'il ne faut pas négliger. On a gardé notre calme et puis on a joué de façon sereine. Les détails dans les sets prouvent que ça n'a pas été facile. Ils sont très bons, il faut l'avouer. On n'a pas gagné 21-5. Ils étaient au moins dans les 17-18. Ils ne sont pas négligés. Ils ont fait un très bon tournoi. Depuis déjà 3 semaines, 4 semaines, on était tout le temps à la plage, à Cotonou. On a beaucoup travaillé, il faut l'avouer. Voilà, Tobi Torouignon à l'instant. On a comme l'impression que la Fédération togolaise de volleyball a envie de donner, on va dire, une nouvelle dynamique à ce sport, notamment le beach volley. Sans commentaire. Je pense aujourd'hui que Noël Kokou-Tadegno, entouré de ses collaborateurs, n'ont qu'une seule ambition, permettre à cette discipline, le volley et le beach volley, de grandir, de prendre en tout cas de l'ampleur, d'avoir une certaine expansion de Lomé à Saint-Cassé. Parce que n'oublions pas que sur toute l'étendue du territoire, il y a des clubs de volleyball, de beach volley, même si c'est vrai à l'intérieur, il n'y a pas le sable, mais on sait très bien qu'on peut improviser également des sites de beach volley. Je pense que ce sont des initiatives à vraiment saluer. À partir de là, les athlètes également n'ont qu'une seule envie, c'est d'avoir suffisamment de compétition dans les jambes, que ce soit les dames, que ce soit les messieurs. Et elles ont quand même eu, les dames,
à faire cette compétition-là du côté d'Anéro. Je pense que c'est quelque chose d'assez intéressant. Et surtout que la commune des Lacs 1 également a laissé, je peux dire, porte ouverte à la fédération de venir proposer quelque chose et de les accompagner parce que c'était une collaboration. Pour finir en disant une chose, quand vous êtes à la tête d'une fédération, ce n'est que un cahier de planification bien huilé, entouré des ressources humaines compétentes qui peuvent vous aider à pouvoir enclencher votre système de travail. Et aujourd'hui, Noël Kokou-Tadénion fait un travail formidable. Voilà, signature de ce mémorandum d'ailleurs d'entente entre les fédérations togolaises de volleyball et des Émirats arabes unis et le président de la fédération togolaise de volleyball qui l'avait signé la dernière fois lors du 38e congrès de la Fédération internationale de volleyball, un partenariat avec la fédération des Émirats arabes unis. Oui, ben c'est une très bonne chose. Et là, je crois que c'est bien pour cette fédération-là, surtout pour cette discipline qui était entre-temps disparue, qui n'existait pratiquement plus. Mais aujourd'hui, on entend beaucoup plus parler de volleyball, on entend beaucoup plus parler du beach volley, surtout avec cette convention signée. Et je crois que ça va apporter un plus au volleyball togolais, ça va booster justement cette discipline-là. Vivement qu'on retrouve également les équipes nationales de volleyball parce qu'il y a entre-temps ces tournois de la solidarité, des tournois de la sous-région à lesquels le Togo participait, mais ça fait pratiquement plusieurs années que le Togo ne participe plus à ces compétitions parce qu'il n'y a plus de compétition sur le plan national, si ce n'est que c'est la Ligue de Lomé qui arrivait à organiser un championnat et à la fin, les clubs sont restés comme ça parce qu'il n'y a pas de championnat national, il n'y a pas d'informations par rapport à la discipline aujourd'hui, il y a tant d'informations, tant d'activités, et notamment ce tournoi de beach volley et la participation entre-temps du Togo à la compétition internationale. C'est bien pour cette discipline. De félicitations justement au président et à son bureau. Voilà, le 1er octobre, le Togo va fêter 55 ans de sa fédération de volleyball. Il y a une initiative dénommée le mois d'octobre où ce mois verra célébrer d'ailleurs l'un des plus grands volleyeurs du Togo, Fred Lawson Body, disparu il y a plusieurs années. On va revenir là-dessus. Angelo Folico, merci. Grégoire Attignon, merci d'être venu. Et l'homme à Dovon, Théo à Javon, merci. À bientôt.